La suite de 28 ans plus tard est elle aussi délirante que le film de Danny Boyle? On en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, comme c'est ma première vidéo de 2026, je vous dis bonne année, et puisse 2026 ne pas être l'année de l'apocalypse, on est très bien parti. Et rien de tel pour envisager l'avenir avec optimisme que se replonger dans la saga débutée avec 28 jours plus tard en 2002, qui a repris l'année dernière avec 28 ans plus tard. Si vous avez vu la vidéo de Geoffrey il y a 6 mois, vous savez qu'on attendait impatiemment 28 ans plus tard à l'époque, grâce notamment à sa bande-annonce parmi les meilleures de ces 10 dernières années, et grâce à ses promesses assez alléchantes. Et vous savez qu'on est sorti de la Projo en se disant hein? Franchement, quand on est sorti de la salle, moi j'étais persuadé que le film allait se faire défoncer, et en fait il a juste énormément divisé. Et c'est tout à son honneur, car clairement 28 ans plus tard, ose tout sans avoir peur de fâcher aux antipodes des produits de franchise qui marchent sur des œufs un peu en permanence pour brosser dans le sens du poil à la fois le public et les studios. C'est parfois bancal, c'est assez casse-gueule, mais c'est franchement rafraîchissant et finalement plus radical que 95% de la production hollywoodienne, que ce soit visuellement, narrativement ou même politiquement. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Les mecs avaient tellement la confiance qu'ils ont donc tourné une nouvelle suite directe, ce qui explique le très peu de temps qui sépare les deux volets. Et ils comptent en faire une trilogie parce que, après tout, pourquoi pas? En même temps, que vous ayez aimé ou pas 28 ans, comment résister à ce cliffhanger absolument incroyable dans le top 5 des fins de films les plus hallucinantes, pas très loin derrière Le Grand Silence et Dead or Alive de Takashi Miike. Le Temple des Morts reprend bien là où 28 ans s'est arrêté, mais c'est pas aussi fou. On le voyait venir car le film est toujours scénarisé par Alex Garland, mais il n'est plus réalisé par cet expérimentateur borné qui est Danny Boyle. C'est Nia DaCosta qui a repris les rênes, et si vous googlez son nom, vous verrez peut-être The Marvels en premier, mais elle a surtout fait le remake de Candyman qui, comme 28 ans, se joue un peu de son statut même de produit de franchise pour raconter autre chose. Je sais que ce remake n'est pas toujours apprécié, mais moi je l'aime beaucoup et je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Bref, elle est moins adepte des procédés expérimentaux étranges et il ne lui viendrait pas à l'idée de coller 30 iPhones sur un rig. Il faut donc dire adieu à la killcam du volet précédent et au 360 no-scope de la caméra. Même constat du côté de la musique qui n'est plus composée par l'excellent groupe de hip-hop Young Fathers, mais par Hildur Guðnadóttir, j'espère que je prononce bien, c'est probablement pas le cas, derrière les Jokers et Tar, entre autres. Musicalement ou visuellement, Le Temple des Morts est donc un film plus sage. Même si, rassurez-vous, on est loin du produit de studio tout lisse. Il y a notamment beaucoup de ruptures de ton, toujours, mais surtout autant de méga chibrax, et ça c'est quand même l'essentiel. C'est assurément un plus petit film, je n'ai pas la moindre idée de s'il a coûté moins ou plus cher que le précédent, mais il utilise des décors similaires et prend le temps de raconter son histoire. Ce n'est pas une mauvaise chose, car 28 ans balançait en vrac plein d'idées, et cette suite semble un peu se stabiliser autour de quelques-unes pour les approfondir. Et avec succès, selon moi. Il suit donc cette secte des Jimmies, menée par Jimmy, qui enrôle le pauvre Spike. À la fin de 28 ans plus tard, ses membres évoquaient un croisement un peu entre Orange Mécanique et Power Rangers. On a pas mal bloqué sur cet accoutrement bizarre et cette perruque blonde. Je pense qu'en France, on a peut-être eu plus de mal à saisir le truc, car Garland et Boyle n'ont cessé dans la saga d'évoquer leur pays, à savoir la Grande-Bretagne. Et en dehors de la référence au classique de Kubrick, les Jimmies font référence à un mal absolu très anglais. Leur look ressemble de manière évidente à celui de Jimmy Savile. Et il faut faire une petite parenthèse sur ce personnage pour saisir l'intention politique de Garland, je pense. Jimmy Savile est un DJ anglais qui a vite grimpé les échelons de la BBC. Il est devenu animateur à succès et c'était une grande figure populaire locale. Philanthrope reconnu, il animait notamment une émission très célèbre qui s'appelait Jim Fix It, où il réalisait le rêve des spectateurs, souvent des jeunes spectateurs. Il présentait aussi la célèbre Top of the Pops, où les groupes de Britpop s'affrontaient. C'était en plus un personnage public assez atypique, qui fumait tout le temps le cigare et s'habillait avec des habits rigolos, ce qui ne l'a pas empêché d'être anobli par la reine, c'est dire le niveau de célébrité du bonhomme. Il est mort en 2011 et un an après sa mort, un documentaire intitulé L'autre visage de Jimmy Savile a fait exploser l'opinion publique. On y apprenait que la méga star anglaise était en fait un prédateur pédophile qui a fait des centaines et des centaines de victimes tout au long de sa carrière, sans qu'il soit inquiété outre mesure. C'est, selon Scotland Yard, je cite, le pire prédateur sexuel de l'histoire du pays. Le scandale fut
énorme évidemment, puisque le gars a toujours été une icône de la BBC, dont certains cadres avaient quand même des chances de connaître son comportement. En 2016, le directeur général de la BBC fut d'ailleurs contraint de démissionner. Globalement, l'affaire Savile a traumatisé le pays, mais évidemment pas autant que ses victimes qui ont subi ces exactions sans pouvoir faire entendre leur voix, sans pouvoir abîmer l'aura de la star. Parce que le Star System fabrique des images qui occultent bien des choses, et on en sait quelque chose désormais en France, Comment ne pas penser à l'abbé Pierre, personnalité préférée des Français, doublé d'un véritable monstre, couvert par à peu près toutes les institutions dont il était proche. Il y a de quoi se méfier des grands hommes, pure construction sociale et politique, du roman national et de tous ces mythes mensongers. C'est exactement le sujet de 28 ans plus tard et surtout de sa suite. Ces 2 premiers volets de la trilogie mettent en scène un univers qui a complètement basculé dans le chaos, mais qui s'accroche désespérément à l'ancien monde. Sauf que presque 3 décennies après le cataclysme, il n'en saisit plus que des bribes, qui deviennent dès lors des sortes de totems délaissés de tout sens. Il y avait déjà ça dans le premier, par exemple, avec ce portrait de la reine d'Angleterre placé au centre du village, comme une sorte d'icône religieuse. C'est l'apocalypse, donc il n'y a plus de reine, et il n'y a plus de tabloïd pour relater ses moindres faits et gestes, mais les habitants de cette communauté s'y accrochent, car ils ont besoin d'icônes dans ce monde de brutes. Des icônes, forcément, mensongères. Et c'est là que le Temple des Morts devient intéressant. Ian Kelson, le personnage joué par Ralph Fiennes, assume lui aussi de fabriquer non pas une idole, mais carrément un temple. Un temple qui va mal être interprété bien sûr. Sauf qu'à la différence d'absolument tout le monde dans cette histoire, il sait pourquoi il fait ça. Ça a du sens. C'est un temple construit de ses propres mains, dans un but précis, et c'est pas une relique du monde d'avant qui se met à adorer sans trop comprendre sa fonction. Ce qui est aussi passionnant avec ce temple, c'est que quand on regarde de plus près, entre 2 crânes, on peut discerner un ordinateur qui affiche un article abonné écran large. Ça veut dire que Ralph Fiennes, il savait que le dernier rempart contre l'apocalypse, c'est un abonnement à écran large. Et ouais. Faut dire que 28 ans plus tard, il reste plus beaucoup de sites critiques de qualité qui n'ont pas peur de prononcer les mots très importants de méga chibrax dans une vidéo YouTube. Malheureusement, sans le soutien de nos lecteurs sur le site, on n'arrivera même pas à survivre jusqu'à la fin du monde, c'est dire le peu de temps qu'il nous reste. Pour nous aider, le lien est dans la description. Ce deuxième film raconte donc la différence fondamentale entre Jimmy d'une part et Ian, 2 personnages aux antipodes qui sont par ailleurs joués par 2 acteurs excellents, franchement. À tout moment, ils pourraient devenir complètement ridicules, mais ça n'arrive jamais. Jack O'Connell est terrifiant et Ralph Fiennes est très touchant. Jimmy donc, il incarne cette idéologie fondamentalement réactionnaire. Sa petite secte est entièrement fondée sur des traces du passé, qu'on a vu dans la séquence d'intro de 28 ans plus tard. Une émission de télé subie, une attaque d'infectés et un père pasteur, puis il y a évidemment l'accoutrement de Jimmy Savile. Des micro-éléments qui suffisent pour bâtir un ordre meurtrier et sadique, comme Savile c'est un mal profond créé par l'ignorance et la télévision. La télé, dans la télé, dans la télé, comme le dit lui-même Jimmy dans une réplique du film. Et bien évidemment que c'est une vision particulièrement misanthrope et cruelle de la politique anglaise, gangrénée par son révisionnisme débile. Un roman national qui ne repose sur absolument rien, mais qui justifie absolument tout. Un mal profond qui défigure le pays comme les Jimmys défigurent ce monde post-apocalyptique où les gens essayent de coexister en vain. Sachant que le premier était déjà une grosse allégorie pas très finote du Brexit, et je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler, mais c'est un thème particulièrement sombre, il y a vraiment une scène qui est assez gore, qui se développe jusqu'à la toute fin. The whole film, and if we ever get to make it, the whole trilogy, is in some ways about looking back and looking forwards, and the relationship between looking forwards to better worlds or attempting to make better worlds, or trying to construct the world that you're in on the basis of old worlds, I suppose. So the sort of contrast or conflict between the two. And the thing about looking back is how selective memory is, that it cherry picks and it has amnesia, and crucially it also misremembers. And we are living in a time right now which is absolutely dominated by a misremembered past. Le cherry picking, c'est cette faculté à prélever des détails qui nous arrangent dans un contexte plus large, quitte à le contredire complètement. Une spécialité des politiques véreux qui s'est développée avec l'essor du complotisme post-Covid, auquel le film fait une référence évidente vers la fin. Jimmy, c'est le leader charismatique, fruit d'un monde qu'il n'a jamais vraiment connu et qu'il n'a jamais compris, qu'il travestit et réarrange pour propager le mal. Voilà, si ça vous dit quelque chose, c'est normal. Et en face, Ian représente tout l'inverse. Lui assume ce qu'il ne connaît pas et maîtrise ce qu'il sait. Et c'est cette faculté qui lui confère son humanisme à toute épreuve. Un humanisme qui va jusqu'à transformer les fondements même de la saga. Encore une fois, je spoil pas, mais c'est quand même assez fort. Et encore une fois, c'est un choix qui est assez audacieux, qui sera peut-être moqué, qui sera peut-être parodié, mais qui parachève une démarche sans compromis. Ah, et quitte à m'adresser à ceux qui ont vu le film sans spoiler,
Dans cet univers où seul compte la représentation et les mensonges, le climax est particulièrement lourd de sens. Ian est celui qui empêche Garland de sombrer dans la misanthropie la plus crasse. Celui qui prouve qu'il reste encore des gens qui ne cèdent pas aux idoles vieillissantes. Il y a une scène, à un moment, une très jolie scène, où les deux personnages échangent sur ce qui leur reste de souvenirs du monde d'avant. Et c'est ça le cœur du film. Qu'est-ce qu'on garde du passé et qu'est-ce qu'on en fait dans le présent ? Boyle disait que Le Temple des Morts était un film sur la nature du mal, et bien la voilà. Et puis au milieu, le héros c'est le jeune Spike qui avait déjà, souvenez-vous, lancé les enjeux de la trilogie quand il en a eu assez des mensonges virilistes de son père. Derrière les décrochages comiques, le cabotinage et les méga chibrax, ces deux 28 ans plus tard évoquent un monde empoisonné par la pensée réactionnaire, mais où subsiste encore un peu de vérité. Pas certain qu'il en reste assez pour tenir une nouvelle année entière cependant. Et puisqu'on parle de belles histoires et de réalités moins flatteuses, je me permets de vous conseiller la vidéo de Déborah qui revient sur La Petite Maison de la Prairie. Alors sur le papier, pas grand chose à voir avec 28 jours plus tard, mais en fait quand même un peu. Salut. Stop.